la maladie. Ça, des fois, je voyais un peu. C'est une bonne maladie. Il a fait la guerre, je sais pas, mais du coup, à chaque fois, je me dis, on aurait 40 extraits, c'est un cigare. Pascal, président. Ta petite boîte. Bah ouais, c'est bien, ça me va. Elle est où ta petite boîte? J'ai pas de petite boîte, j'ai oublié. Ah, alors d'accord. Je fais pas un truc en plastoc. Des fois, je me dis, ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai ma conférence sur les soins, les premiers secours. Oui, mais là, je comprends. Mais le... Ça, il a disparu. J'ai les noms. On est bon, on est chaud? C'est cool. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci d'être venus et d'avoir joué le jeu des réservations. On ne vous répétera jamais assez à quel point c'est important pour pouvoir s'organiser pour nous, sinon c'est un enfer. Donc voilà, donc on est très content d'inaugurer cette session 2018-2019 des conférences de l'Université populaire de La Rochelle et avec un sujet brûlant. Voilà, et donc Pascal, Pascal qui nous a fait plein de conférences l'année dernière. Ne cesse de gagner en popularité comme la salle. Voilà, il n'y a pas que l'université qui est populaire, il y a aussi tes conférences. Donc voilà, le principe c'est que les interventions de Pascal, vous le verrez, vont à l'os généralement. L'idée c'est de travailler sur vraiment l'essentiel d'un sujet pour avoir des informations, voilà, faire un petit peu, comment dire, l'état des lieux, un petit peu d'un sujet, pour ensuite pouvoir échanger. Donc l'exposé fait à peu près 45 minutes, c'est à peu près ça. Celui-là est un peu plus long. D'accord, bon, vous allez prendre cher. Mais voilà, mais bon, en même temps, bon, le sujet est ambitieux. Et donc l'idée, c'est qu'après, évidemment, vous pouvez interagir. Voilà. Je rappelle dans quel cadre Pascal intervient. Pascal, il a créé l'Université populaire de La Rochelle. Pas que moi. Hein, oui, enfin, il fait partie effectivement, tu fais bien de le rappeler, des membres créateurs de l'Université populaire de La Rochelle, qui est quelque chose qu'on suit beaucoup comme projet, qui est donc un projet ouvert à toutes et à tous, et qui a pour but, comme son nom l'indique, d'une transmission des savoirs. À partir du moment où on peut se renseigner sur un sujet, commencer à acquérir de bonnes bases, on peut proposer, voilà, un petit peu comme le système des conférences gesticulées, des choses comme ça. C'est un projet qui est en pleine expansion, qui est quand même super prometteur. Donc voilà, les conférences sont gratuites. Si vous voulez vous inscrire à l'Université populaire, vous pouvez voir avec Pascal, c'est 25 € de mémoire, c'est ça? Oui, enfin, il y a différents tarifs. Ouais, voilà, il y en a pour qui ça peut être 300, mais sinon c'est plutôt 25. Voilà, et si vous voulez faire un don pour l'Université populaire, vous avez, voilà, je me suis assorti à cette merveilleuse coupelle. Vous pouvez le faire, quelle que soit la somme, c'est bienvenu. Voilà, ça permet notamment de défrayer des auteurs qu'on fait venir, voilà, des choses comme ça pour encore plus d'émulsion. On croit beaucoup, nous, à ça, aux petits comités, aux populaires, à tout ça et tout, et puis au fait que c'est en réfléchissant tous ensemble qu'on peut commencer à tout de suite mieux vivre déjà, parce que c'est déjà plus intéressant. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse entre les mains de Pascal, et puis ensuite pour ce qui est de la sortie, moi je ne pourrai pas être là, donc ce qui est de la sortie, vous laissez les chaises telles qu'elles sont. Voilà, et puis moi je m'en occuperai demain matin sans problème. Voilà, et puis on gagnera à la fin, et puis tout va bien, quoi. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis voilà, et puis vous les deux là, vous suivez, vous discutez. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci. Bon, bonsoir, et merci à tous d'être venus aussi nombreux, c'est quand même un record. Hein. La dernière fois qu'on a fait une intervention au sein de l'Université populaire, c'était pour la venue de Thomas Guénolé, qui est un politologue que vous devez peut-être connaître de nom,
qui avait sorti un bouquin, et donc à cette occasion, on l'avait fait venir. Il y avait aussi pas mal de monde, à peu près autant que ce soir. Donc, en général, je fais des conférences qui sont sur un format de 30 minutes pour justement laisser le temps un peu au débat après, et pour pas que ça soit trop chiant, parce que au-delà de 30 minutes, ça devient un peu compliqué. Mais là, j'ai pas su faire. Là, j'ai essayé, mais j'ai pas su faire. Donc, en fonction de tout ce que je voulais aborder, effectivement, on est plus près de 45 minutes que de 30 minutes. Si je suis pas clair par moment, ou si je suis pas clair, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez un problème de compréhension. Par contre, si c'est possible, les questions de type débat, ça serait mieux à la fin. Comme ça, on évite de perdre le fil, et voilà. Donc on va parler ce soir d'énergie, ça commence bien, d'énergie, de croissance, effondrement. Et bon, on va parler indépendamment les uns des autres, mais ce dont je vais parler plus précisément, c'est des relations qui existent, très importantes entre les trois thèmes. Et je finirai par le dernier thème, effondrement, au pluriel, parce que j'espère vous démontrer que c'est bel et bien ce vers quoi on va. Voilà. Et on finira sur une note positive, parce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir malgré tout. Mais voilà. Donc, d'abord, en matière d'énergie, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors, c'est une question un peu idiote, à laquelle on peut apporter des tas de réponses. Il y a des gens qui vont parler de factures énergétiques, de factures de gaz, factures d'électricité. Moi, je vous propose plutôt une définition physique, scientifique. Et en fait, l'énergie mesure le changement d'une grandeur physique, tout simplement. Quand vous mettez un flux d'énergie sur un environnement, le but, c'est de transformer l'environnement. Donc, avec l'énergie, on transforme, on fait de la transformation. Et en réalité, on ne consomme pas d'énergie, parce qu'on entend souvent, enfin, c'est passé dans le langage commun, consommer l'énergie, etc. En réalité, on ne consomme pas d'énergie. On mobilise des machines qui transforment et qui ont besoin de certains types d'énergie pour fonctionner. De la même manière, on pourrait dire qu'on ne produit pas d'énergie. Physiquement, c'est assez impropre, puisque, comme vous le savez, je pense, l'énergie ne peut pas être créée à partir de rien, et en fonction d'une des lois thermodynamiques, dans un système fermé, l'énergie se conserve. Donc on ne peut que transformer, c'est-à-dire soit prélever l'énergie d'un système existant pour la mettre ailleurs, ou transformer une énergie en une autre. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal, on a déjà fait assez de dégâts avec ça, mais bon. Donc on connaît tous ces principes depuis la révolution industrielle. Ça date de Carnot, tout ça. Alors, il faut bien comprendre que tous les grands changements humains de transformation ont été conditionnés par le fait d'utiliser des machines, qui elles-mêmes utilisent de l'énergie. Et là, je voudrais faire une petite incise, c'est qu'on entend souvent dire que l'abolition de l'esclavage est le fait de quelques grandes âmes historiques. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé en réalité. C'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage s'est produit, s'est imposé comme une évidence lorsque les hommes se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus efficace d'utiliser des machines, en tout cas les premières machines, en l'occurrence à vapeur, même si c'était dangereuses et coûteuses, etc., plutôt que d'entretenir des cohortes d'esclaves. Et cette évidence s'est confirmée avec la deuxième révolution, avec le pétrole. D'accord ? Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu des figures historiques qui aient accéléré le processus d'abolition, mais enfin le fait déclencheur, c'est l'arrivée des machines. Donc on a commencé à faire de la croissance au sens moderne du terme, grâce à l'utilisation de machines, et donc en premier ordre d'énergie. Et ce n'est pas le travail direct des hommes qui détermine la croissance, mais celui des machines et donc de l'énergie disponible. D'accord ? Quand on vous représente le système économique de façon traditionnelle, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez en sortie des biens de production, des marchandises, etc., des services, et puis en entrée, vous avez un facteur de production qui est le travail humain, et puis le deuxième facteur de production qui est le capital. Où sont les ressources naturelles là-dedans? Nulle part. La réalité, c'est que le facteur de production, en plus du travail humain, ce sont les ressources naturelles au sens large du terme. Énergie, terres rares, métaux, enfin le tableau de Mendeleïev, quoi. Et le capital n'est qu'une boucle interne au système, dont on pourrait d'ailleurs fort bien se passer. C'est pas le sujet là, mais c'est ce que je pense personnellement. Donc à la base de tout ça, il y a le travail humain et les énergies. Alors évidemment, on a un petit problème, et vous savez forcément lequel, c'est que les énergies qu'on utilise, donc les fossiles, et par ordre d'importance au niveau mondial, en termes de volume, le pétrole, le charbon et le gaz, génèrent de la pollution et des gaz à effet de serre.
ce qui évidemment impacte l'atmosphère, et ce phénomène est en train de modifier le climat et les écosystèmes en général. Alors pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, et je me suis demandé pendant une période à quel point nos activités humaines pouvaient être un facteur de changement climatique. Je n'ai pas dit si, mais j'ai dit à quel point, à quelle ampleur. Et donc j'ai regardé, consulté un certain nombre d'études, les différentes théories en la matière, y compris celle des climato-sceptiques, que j'ai écoutées avec attention. Et je suis arrivé en fait à une conclusion assez simple, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à se poser la question. Tout simplement parce que les énergies fossiles sont par définition des ressources finies. Et que si on veut continuer à faire progresser la civilisation humaine, on va dire entre guillemets le progrès, il fallait trouver des alternatives aux énergies fossiles. Et quand on ajoute évidemment la question climatique, le sujet devient absolument incontournable. Donc ce qu'on perd souvent de vue, c'est qu'on a deux problèmes en réalité. On a le problème du réchauffement, enfin du changement climatique, et on a le problème de la finitude des ressources. Et on va voir que pour le pétrole notamment, on est là. D'accord ? Donc je vais vous faire maintenant un point rapide sur les données du changement climatique, parce que même si je n'ai pas mis le climat dans le titre de la conférence, il faut quand même dire deux mots. Avant le début de l'ère industrielle, et à partir de 1880, qui est l'année à laquelle on commence à suivre les statistiques de température au niveau du globe, 1880, la température moyenne du globe était de 15 degrés, avec évidemment des disparités selon les régions, d'où le terme température moyenne. Et aujourd'hui, cette moyenne a pris 1 degré de plus. Alors vous entendrez, selon les sources et les études, soit 0,8 degrés, soit 1,25 degrés. Enfin, on est autour du 1 degré de plus. Et alors à ce stade, la plupart des gens, quand j'en discute, pensent que ce degré de plus, c'est pas grand-chose. Mais ils confondent évidemment la température climatique et la température météorologique. La température météorologique étant la fluctuation autour de la température climatique. Et c'est celle qu'on entend tous les jours. Et effectivement, 1 degré de plus ou de moins d'un jour à l'autre, c'est pas extrêmement sensible. Mais quand on parle de température climatique, c'est une autre paire de manches. Parce que ce 1 degré de plus représente 1/5 de la hausse de température qu'il a fallu pour sortir de la dernière ère de glaciation il y a 20 000 ans. Entre le pic de glaciation et la sortie effective de glaciation, il y a plus 5 degrés d'écart. C'est tout. C'est rien du tout. Plus 5 degrés. Mais ce changement s'est réalisé sur des centaines et des milliers d'années. De sorte que les écosystèmes ont eu le temps de s'adapter, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que ça ne va pas être la même histoire, puisque aujourd'hui, toutes les projections montrent que si nous ne faisons rien, c'est-à-dire que si nous faisons du business as usual, excusez-moi, comme disent les climatologues, c'est-à-dire si on continue comme ça, on atteindra une hausse au minimum autour de 3 degrés à la fin du siècle. Alors vous entendrez parler de 3,5 degrés également, et on verra d'où ça vient. Mais donc c'est 3,5 degrés. Et on a une chance sur 10 d'arriver à une température de plus 6 degrés. Alors, on peut espérer que, entre guillemets, que la vérité se trouve entre les deux bornes. En tout cas, souhaiter qu'elle ne soit pas au-delà de 6 degrés. Ce qui veut dire qu'en l'espace de, en gros, 150 ans, la modification de la température aura été de la même ampleur, potentiellement, que celle qui s'est réalisée en sortie de la dernière glaciation. C'est l'effet d'accélération qui est notable. Donc le plus de degrés de la COP21 de Paris, COP21 qui s'est déroulée en 2015, vous pouvez oublier, c'est derrière nous, c'est perdu, clairement. Pour reprendre une chance sur 10 d'arriver à une température de plus 6 degrés, si je vous propose de prendre l'avion en ayant une chance sur 10 de vous écraser, ou une chance sur 10 de vous écraser, je ne pense pas que vous allez prendre l'avion. Le problème, c'est qu'on est dans l'avion. Donc on n'a pas le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Alors parmi la quantité d'impact d'une hausse de température entre 3, 3,5 et 6 degrés, il y en a un qui est absolument redoutable, c'est la fonte du permafrost, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui aura pour effet de libérer non seulement du CO2 additionnel, mais en plus du méthane, CH4, qui est stocké depuis des millénaires dans ces couches de glace. Et le problème, c'est que le méthane est 30 fois plus puissant en termes d'effet de serre que le CO2. D'accord ? Par contre, le CO2 a une durée de vie dans l'atmosphère qui est de l'ordre de plusieurs centaines d'années, alors que le méthane, c'est 9-10 ans. Donc on a au moins, entre guillemets, cette chance.
Enfin, c'est double effet qui se coule. Hein. On émet du CO2, on réchauffe, on fait fondre les glaces, on émet du CO2 encore et du méthane. Alors, je ne vais pas vous égrener la quantité de conséquences sur l'écosystème en général, mais ça va nous conduire à une série de problèmes. Hein, ça sera l'objet de ma dernière partie. Alors, un dernier élément concernant le climat, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du climat en fonction du niveau d'émission de gaz à effet de serre. On émet actuellement 400 ppm, particules par million, dans l'atmosphère, de 400 ppm de CO2. Autrement dit, sur 1 million de particules en suspension, il y en a 400 de CO2. La question est de savoir comment le climat réagirait sur une multiplication par 2 de cette concentration, sachant que la multiplication par 2, c'est le 6 degrés, minimum. Et c'est un scénario tout à fait possible. Alors, la sensibilité en question varie en fonction des modèles et des paramétrages des modèles de climat sur une échelle de 1 à 6. Et si cette sensibilité vaut 1, il n'y a pas de sujet pour le XXIe siècle en termes de climat. Il reste un sujet en termes de finitude des ressources. Si la sensibilité en question vaut 6, ou même 5, ou même 4, on a un problème. On est dans un désastre d'ampleur. Alors pour quelles raisons ce niveau de sensibilité est si difficile à appréhender? C'est parce que le climat, c'est un ensemble de systèmes non linéaires et qui comportent beaucoup d'inertie. Les comportements océaniques n'ont rien à voir avec ceux de l'atmosphère et interagissent de façon complètement asynchrone, avec des effets retard, des effets de décalage de temps qui sont très complexes à comprendre. C'est un peu ça le propre d'un système sensible à l'inertie. Par exemple, si on arrêtait dès demain toute émission de CO2, les océans continueraient à monter. Pourquoi? Parce que ce phénomène est lié au stock de CO2 déjà présent dans l'atmosphère, sachant que la molécule, comme je vous l'ai dit, de CO2 est extrêmement stable. D'accord? Donc en fait, tout ce qu'on mesure aujourd'hui en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le résultat de 40, 50, 60 ans d'activité humaine. Donc on a déjà préempté l'avenir. D'accord? Et chaque jour qui passe, ainsi de suite. Je signale que le 400 ppm a été battu, puisque en mai 2018, à la station d'observation à Hawaï, ils ont relevé 410 ppm. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation du climat et des perspectives dans le domaine. Maintenant, je vais revenir sur le dur, sur les énergies fossiles. Alors, il faut savoir que le charbon, qui est l'énergie évidemment la plus polluante, reste la première énergie utilisée dans le monde pour fabriquer de l'électricité. Ce n'est pas du tout le nucléaire. Le nucléaire, loin derrière. Première énergie dans le monde pour fabriquer l'électricité. Non seulement on reste, mais il croît. On constate qu'on augmente le recours au charbon. Alors du fait d'un certain nombre de pays dont j'imagine que vous connaissez la Chine, qui recourt beaucoup au charbon, l'Australie, on n'en parle pas souvent, mais l'Australie, il ne se gratte pas, certains autres pays d'Asie comme le Vietnam, l'Allemagne par exemple qui a fait sa transition nucléaire, qui fait sa sortie de nucléaire basée sur une transition par le charbon. Donc un certain nombre de phénomènes comme ça. Alors pour moi, il ne s'agit pas de fustiger tel ou tel pays. Hein. Si on prend l'exemple de la Chine, si l'Europe n'avait pas délocalisé toutes ces industries primaires, on ne serait pas en train d'acheter des produits chinois. Donc des produits made in charbon, par exemple. Et de toute évidence, si l'Europe n'avait pas délocalisé comme elle l'a fait, l'Europe émettrait beaucoup plus de CO2 qu'elle n'en émet aujourd'hui. Donc les émissions de CO2, c'est global, on est tous dans le même bateau. Hein, c'est pas l'histoire de pointer tel ou tel pays. Donc le charbon, ensuite il y a le pétrole qui est l'énergie de la mobilité, et le gaz qui est l'énergie du chauffage. C'est une classification assez simple, mais ça permet, voilà, charbon, électricité, pétrole, mobilité, gaz, chauffage. Alors le pétrole, mobilité, il y a une bonne partie du pétrole qui est quand même utilisé pour tout ce qui est industrie chimique, etc., hein, fabrication de plastique et compagnie. Enfin, l'idée, c'est au niveau mondial, c'est ça que ça représente. Et si on focalise sur les origines des émissions de gaz à effet de serre, toujours au niveau mondial, nous avons les centrales thermiques à charbon qui représentent 21%, l'agriculture 20%, la mobilité 13%, et l'industrie, dont le ciment et les centrales au gaz, 21%. Et on notera que la déforestation contribue à hauteur de 8%. Parce que, comme vous le savez, les forêts sont des puits naturels de captage de carbone, tout comme les océans.
et que quand on déglingue des forêts, on se prive d'autant plus depuis d'absorption de CO2. Donc la déforestation est un contributeur net à hauteur de 8% de CO2. Les pourcentages restants, puisqu'on n'est pas à 100%, c'est pas neutre. On a tout ce qui est déperdition sur les réseaux, par exemple sur les réseaux de ville, réseaux de gaz qui sont vieux ou pas entretenus, etc. Il y a des fuites et le méthane, il part dans l'atmosphère. Et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, les problèmes d'isolation de bâtiments, donc le phénomène des passoires énergétiques, etc. À noter qu'en France, l'enjeu, c'est celui-ci. C'est le problème des passoires énergétiques. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres pays. Mais enfin, en France, c'est ça l'enjeu. L'un des enjeux, avec la mobilité. Alors, pour ce qui concerne le pétrole, on parle souvent de pic de production. Cette notion de pic vaut pour toutes les énergies fossiles, ainsi que pour les matières de type terres rares, métaux, etc. Tout ce qu'on extrait de la croûte terrestre répond à cette loi du pic. Et cette loi du pic, en fait, elle est simple à représenter. C'est une courbe de Gauss en forme de cloche, où on part de zéro, on arrive à un maximum et on tend inexorablement vers zéro. C'est le propre des ressources finies, cette représentation mathématique. Donc pour le pétrole conventionnel, le pic s'est produit en 2005-2006. Au moins en zone OCDE, ça de manière sûre, peut-être au niveau mondial. Et la source, c'est quand même l'Agence internationale de l'énergie. Donc, pétrole conventionnel, pic 2005-2006. Alors, bien entendu, pic ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole, mais signifie que la production des barils au lendemain du pic ne sera plus jamais supérieure à la veille du pic. C'est ça que ça veut dire. Et du reste, depuis plusieurs années, on produit bon an, mal an 87 à 80 millions de barils par jour de pétrole, et on ne dépasse pas ce seuil. Donc il y a un effet de seuil évident. Il reste beaucoup de pétrole, mais aller le chercher coûte de plus en plus cher et accentue évidemment la pollution, notamment avec ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel, donc à base de schiste et de bitumineux, dont se sont fait une spécialité les Nord-Américains et les Canadiens, et les Australiens aussi. Et par rapport à ce pétrole non conventionnel, il faut noter que le rendement d'extraction pour le non conventionnel, c'est absolument catastrophique. Puisqu'il faut en moyenne l'équivalent d'un baril de pétrole en termes d'énergie, pour extraire 3 barils, voire même dans certains cas 2 barils. Donc c'est une folie. Alors qu'au début du pétrole, on était un baril d'énergie pour 100 barils. Donc on dégrade l'environnement et c'est juste n'importe quoi. Bien. Alors, il y a évidemment une notion de pic pour le pétrole non conventionnel. Alors là, il y a deux courants. Il y a les pessimistes qui pensent que ça serait autour de 2025, quand même demain, et les plus optimistes qui l'estiment autour de 2050-2060. Cette borne de 2050, on va la retrouver à plusieurs reprises. Vous verrez que la borne de 2050, elle n'a pas été posée par hasard. Et les gens dont je parle, là, les pessimistes et les optimistes, c'est des gens de l'industrie pétrolière. C'est pas des trucs, c'est pas des illuminés. C'est des sources, notamment British Petroleum, qui nous les donnent. Alors maintenant, je vais vous parler de la relation PIB, produit intérieur brut, énergie. Alors la première chose qu'il faut comprendre vraiment, c'est qu'il y a un couplage qui est très fort entre le PIB et l'énergie. Je vais expliquer l'histoire du couplage. Mais en plus, il est établi que c'est l'utilisation de l'énergie qui crée la croissance et pas le contraire. Ce n'est pas, dit autrement, ce n'est pas le fait qu'on crée du PIB qui fait qu'on consomme de l'énergie, mais le fait qu'on ait de l'énergie qui permet de créer du PIB. Alors évidemment, c'est doublement causal. Mais la première causalité, c'est énergie et PIB. Et évidemment, quand on a du PIB, donc du revenu par habitant, on consomme. Et forcément, on consomme des énergies. Mais l'élément causal, c'est ça. Alors, donc l'énergie est le déterminant causal de la croissance au sens du PIB. Alors, quand on fait un graphique sur une série historique très longue, avec en ordonnée le PIB et en abscisse l'énergie, et qu'on tire une série ça démarre en 1962 jusqu'en 2014, on se retrouve avec une droite comme ça. Donc un alignement de points qui nous fait une droite très linéaire, qui coupe le carré imaginaire du graphique sur sa diagonale.
Et ça, c'est ce qui révèle l'évidence du couplage et la force du couplage entre PIB et entre énergie et PIB. Si on avait une droite comme ça, on pourrait dire qu'on peut faire du PIB sans avoir besoin d'énergie, ce qui est évidemment physiquement impossible. D'accord ? Donc on a réellement un couplage, toute énergie confondue. Le couplage en question s'observe un peu moins, de manière moins évidente si on regarde le pétrole. On a quelques ruptures de pente, mais toute énergie confondue, c'est ça qu'on voit. Donc, les économistes qui parlent de découplage entre énergie et croissance disent des conneries. Hein, ce découplage n'a jamais été observé. Alors, je nuance parce que le graphique en question, on a pu le représenter sur une période bien plus longue, même à partir de 1880 ou 90 d'ailleurs. Et là, on voit une courbe un peu différente, qui signifie qu'on a fait, pendant une bonne période, de l'amélioration en termes d'efficacité énergétique. Et ensuite, on voit une droite à fil, comme ça, linéaire. Je reviendrai sur les notions d'amélioration énergétique. Donc la relation énergie-croissance économique est vraiment fondamentale. Et il y a une équation d'ailleurs qui est très importante à connaître et qui est très simple, qui s'appelle l'équation de Kaya, K-A-Y-K, et qui nous dit que le PIB par habitant, donc le revenu par habitant, est égal à l'énergie consommée par habitant, multiplié par le PIB par unité d'énergie dissipée. Alors, le PIB par unité d'énergie dissipée, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire combien d'énergie j'ai besoin pour produire $1 de PIB, ou €1 de PIB. D'accord ? C'est clair l'énoncé de l'équation ? Ça va ? Donc, entre la fin de la période des 30 Glorieuses, et la période qui suit, au niveau mondial, le PIB par habitant a décru en tendance. Le PIB par habitant décroît en tendance. Pourquoi ? Parce que l'énergie disponible par habitant décroît en tendance. Alors évidemment, on voit des inflexions, des pics de croissance ou des montées de croissance selon les années. Par exemple, début des années 2000, on consommait beaucoup, donc il y avait beaucoup d'énergie, etc. Mais si on tire une tendance, c'est comme ça. C'est clair et net. Et le seul amortisseur qui s'est produit pour atténuer l'effet de décroissance du PIB par habitant, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, qui, elle, s'est améliorée entre les deux périodes. Mais ce n'est pas amélioré d'un facteur 3 ou d'un facteur 4, hein. Même pas d'un facteur 2, c'est un facteur 1, quelque chose. Donc c'est une amélioration très marginale. Donc, quoi qu'en disent les économistes néoclassiques, ce que j'adore, l'élasticité ou la sensibilité de la croissance du PIB à la croissance de l'énergie est très élevée. Les macroéconomistes du FMI et de la Banque mondiale confondent tout simplement deux choses. Ils confondent la part du coût ou du prix de l'énergie dans le PIB, qui effectivement est relativement faible, parce qu'au niveau mondial, c'est 10% du PIB mondial, hein, le coût de l'énergie. Mais ils confondent ça avec la notion de sensibilité, qui est une notion de sensibilité physique. Et cette sensibilité, elle est de 60% en moyenne. Ça veut dire que pour $1 de PIB, vous avez besoin de 60% de flux physique d'énergie. Quand on parle d'énergie et d'économie, il faut justement éviter de parler de coût de l'énergie. Parce que la notion de coût, de prix, c'est une notion extrêmement volatile, très spéculative. Et si vous prenez l'exemple du baril de pétrole, ça fait ça, hein, le prix. Ça va de 40 à 60, ça retombe, ça remonte à 100, 147 record de 2016, il me semble, puis ça redescend. Le pétrole, lui, il fait ça. Hein. Il y a pas... Donc le flux physique énergétique, il ne varie pas comme le prix ou le coût. Et il faut noter que la sensibilité de l'énergie est 5 fois supérieure, pour le PIB, à celle du capital. Le capital, en termes de sensibilité, c'est 12%. Il rentre pour 12% dans la composition $1 de PIB. Donc on peut se demander pourquoi on rémunère autant le capital. Alors à ce stade, si j'étais clair, vous devriez comprendre que tout espoir de croissance du PIB est à peu près illusoire. Avec le bouquet énergétique dont on dispose aujourd'hui et la décroissance de certaines énergies primaires. Cette croissance du PIB est illusoire au point que le FMI, dans ses grandes idées, a suggéré d'artificialiser la croissance du PIB en y intégrant de nouvelles ressources comme l'économie du trafic de drogue ou de la prostitution. Merveilleux, hein ? Et la France a intégré le trafic de drogue dans son PIB depuis début 2018. Alors, elle n'a pas intégré one shot, hein, parce qu'on a l'INSEE qui réfléchit un peu.
qui a pris en compte l'économie du trafic de drogue, qu'il a réparti qu'il a lissé sur les PIB antérieurs, mais il n'empêche qu'on a une part de notre PIB en 2018 qui sera composée de l'économie du trafic de drogue, qui s'élève à 2 milliards par an. Donc on marche sur la tête, on est prêt à tout, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi la transition énergétique est un sujet complexe. Je ne vais pas rentrer dans les modèles de transition, ça ferait l'objet de vraiment d'un exposé à part entière, mais juste essayer de comprendre où sont les complexités et les enjeux. Et on va examiner une autre équation, qui est une extension de celle de Kaya. Et là, je vais quand même vous la mettre, je vous l'ai mise sur papier, parce que sinon, vous allez m'en vouloir. C'est ça. Alors, je montre à Facebook, vite fait. Je ne sais pas s'il voit quelque chose, mais bon. Cette équation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les émissions de CO2 sont égales au CO2 sur TEP. TEP, c'est tonne équivalent pétrole. C'est une unité énergétique. Je reviendrai là-dessus. Donc CO2 sur énergie, si vous préférez. Multiplié par énergie sur PIB. Multiplié par PIB sur population. Multiplié par population. Alors s'il y a des matheux dans la salle... Et voilà. Bien là. C'est une équation tautologique. Mais elle va permettre de comprendre ce que je vais vous expliquer. Alors, si on exprime l'équation de manière plus littéraire, on dit que les émissions de CO2 sont égales au contenu en CO2 dans l'énergie, ça, multiplié par, que je ne me perde pas, multiplié par l'intensité énergétique du PIB, multiplié par le PIB par habitant, autrement dit le revenu par habitant, multiplié par la population. La communauté internationale s'est engagée à la COP21 de Paris à diviser par 3 la partie gauche, là, la quantité de CO2 d'ici 2050. Vous voyez, on retrouve la borne de 2050. Donc le terme de gauche, ce qui signifie évidemment que pour ce monsieur qui est un matheux, c'est qu'il faut diviser par 3 les produits à droite, évidemment. Et donc, le but du jeu, c'est d'aller chercher, de se poser la question de où est-ce qu'on va trouver cette division par 3. Est-ce qu'on va la trouver un peu là, un peu là, un peu là, etc. Bon. Et on va regarder donc, terme par terme, comment ça se comporte. Si on prend la population, ici, l'évolution démographique, c'est quelque chose de complexe à maîtriser, relativement difficilement prédictif. Les politiques de dénatalité sont autant de sujets tabous et de contrôle de natalité aussi, mais on comprend pourquoi, quand on voit comment ça s'est passé en Chine et en Inde, quand même. Donc, à moins d'une catastrophe d'ampleur d'ici là, type épidémie ou je ne sais pas, il est évident, ou alors à moins de mise en place de politiques contraintes de natalité, ce qui est dans le monde où on vit aujourd'hui, où on va vivre demain, n'est pas une vue de l'esprit, hein, attention. Donc à moins de ces deux phénomènes, la population va évidemment augmenter, mais pas diminuer. L'ONU prédit 9 milliards à horizon 2050 et peut-être 11 à la fin du siècle. Les prédictions de l'ONU sont assez contestées par un certain nombre de démographes, car elles ne prennent pas en compte les dégradations intermédiaires environnementales, alimentaires, hydriques, etc., qui seraient susceptibles malheureusement d'éliminer des populations. Néanmoins, la communauté scientifique reste sur ce 9 milliards horizon 2050, et c'est à peu près 25% d'augmentation par rapport à aujourd'hui. Donc, population divisée par 3, on oublie, j'ai envie de dire, tant mieux. Si on prend le PIB par habitant, le revenu par habitant, dites-moi quel gouvernement ou quel projet politique pourrait prétendre à diviser par 3 le revenu par habitant. Moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Comme évidemment les politiques s'arc-boutent sur la croissance du PIB, et que ce qui circule en termes d'ambition, c'est du 2% en moyenne annuelle au niveau global, au niveau mondial, on a vu quand même qu'ils pouvaient quelque part un peu rêver, mais bon, on arriverait quand même à un revenu par habitant multiplié par 2 à horizon 2050. Alors, je pense honnêtement qu'il est peu probable qu'on ait ce résultat-là, mais ça ne sera pas un revenu par habitant divisé par 3. Donc, si on récapitule, à ce stade, on a population, revenu par habitant, on a une population qui va faire x1,25 et un revenu par habitant qui va faire au plus x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver, dans ces deux termes qui restent là, ici, une division par 7,5, évidemment, puisque 3 fois 1,25 plus 3 fois 2, 7,5. Et donc cette division par 7,5, est-ce qu'on peut diviser par 7,5 le terme énergie sur PIB, ici?
c'est-à-dire l'intensité énergétique du PIB. On a dit quand même tout à l'heure, on passe un certain temps à expliquer les notions de sensibilité, qu'on pouvait toujours rêver, que ça ne se produirait pas. Si on arrive à diviser par 2, ça sera beau. Ça veut dire qu'on aura fait des sauts technologiques assez significatifs. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un terme, et c'est le terme CO2 sur tête, donc l'intensité, la quantité de CO2 émise pour chaque kilowattheure d'énergie, qui est la clé. C'est là qu'on va aller chercher notre division par 7. C'est sur ce terme que repose la transition énergétique. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse, quand je parle de kilowattheure et d'énergie, vous faire une parenthèse sur les équivalences d'unités de mesure d'énergie et de puissance. L'énergie se mesure en joules, même plutôt en kilojoules, puisque le joule est une toute petite unité. Le kilowattheure ou le mégawattheure, c'est la mesure de la puissance délivrée par pas de temps horaire. En général, on parle d'heures. Et je vais vous donner quelques équivalences de ce que c'est qu'un kilowattheure. Puisqu'on parle souvent de kilowattheure, c'est la chose qu'on connaît le mieux. Un kilowattheure, c'est 3,6 millions de joules. Ça ne vous dit pas grand-chose comme ça a priori, mais c'est aussi pour ça qu'on parle plutôt de kilowattheure que de joules, parce que sinon on se retrouve avec des chiffres comme ça. Un TEP, donc une tonne équivalent pétrole, on en a parlé, c'est 11 600 kilowattheures. D'accord ? Et la production mondiale d'énergie, production, je ne parle pas de la consommation de la production, c'est 13 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est ça la production. Alors le métabolisme d'un corps humain, au repos, donc pour maintenir sa température, etc., consomme l'équivalent de 100 Wh. Ça nous donne 2,4 kWh par cycle de 24 heures. Il se trouve qu'on mange à peu près 2 repas, 3 repas, 2 repas et demi, en tout cas pour les plus chanceux, par cycle de 24 heures. Et qu'un repas moyen a une puissance énergétique équivalente à 1 kWh. Un repas. Mais 1 kWh, c'est aussi la puissance énergétique dont on a besoin pour relever 3,6 tonnes d'eau sur une hauteur de 100 mètres. Donc un bon repas, ça équivaut en puissance à monter 3,6 tonnes d'eau sur une hauteur de 100 mètres. Ça équivaut également à 1 km en voiture, en moyenne. 1 kWh, 1 km en voiture. C'est également l'équivalence en énergie de l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. Donc quand vous faites un bon repas, essayez de penser à tout ça quand même. Chaque Français dépense en moyenne 140 kWh par jour. Alors on a dit que le minimum vital c'était 2,4 kWh. Nous on est à 140 kWh par jour. C'est-à-dire l'équivalent de 150 esclaves énergétiques. C'est une notion ça, qui a été définie justement par le fait qu'on est capable de convertir le métabolisme humain en wattheures, en kilowattheures. Ce qui me permet de dire que 140 kWh par jour, c'est l'équivalent de 150 esclaves énergétiques. C'est comme si on avait 150 personnes qui bossent H24 pour nous, pour nous-mêmes. Un Nord-Américain moyen consomme 270 kWh par jour. Et une personne du Bangladesh ou du subsaharien, c'est quelques kilowattheures à quelques petites dizaines de kilowattheures. Donc vous voyez les disproportions qu'il peut y avoir entre les différentes régions du monde. Aujourd'hui, on a 1,3 milliard de personnes qui vivent sans électricité. Sans électricité. Et on a 2,7 milliards de personnes qui sont en grande précarité énergétique. Donc voilà, ça permettait un peu de fixer les ordres de grandeur quand on parle de kilowattheures et compagnie. Donc l'enjeu de la transition énergétique, c'est bien le CO2, la densité du CO2 dans l'énergie. Nous sommes en 2018, on a donc en gros 30 ans, selon la COP21 de Paris, 30 ans pour opérer cette division par 7 du CO2 à l'échelle mondiale. Je ne sais pas qui dans cette salle croit que c'est possible, dans un contexte qu'on connaît bien, de capitalisme absolument débridé, d'accords de libre-échange dans tous les sens qui nous font transbahuter des marchandises d'un bout à l'autre de la planète, etc., etc. Pour ma part, j'y crois pas une minute, pour ma part et d'autres. Et je vais vous prendre un exemple. Vous vous rappelez peut-être du trou dans la couche d'ozone qui a été identifié dans les années 80. Couche d'ozone, c'est une partie de la stratosphère. L'ozone, c'est O3, c'est trioxygène. Et cette couche d'ozone est censée nous protéger des ultraviolets.
Et donc, dans les années 80, ils ont identifié un trou dans la couche d'ozone. Et ce trou était dû au seul CFC, donc les chlorofluorocarbures, qui sont une sous-classe de gaz fluoré, donc un truc très, très précis, hein, très facile à déterminer. Et le but du jeu, c'était d'éradiquer cette classe de gaz au niveau mondial, qu'on utilisait à l'époque pour les frigos, les clims, etc. Et pour laquelle on avait en plus des produits de substitution. Bien, la communauté internationale a mis 25 ans avant que ce soit éradiqué à l'échelle mondiale. Et encore, contrairement à ce qu'on pense, le trou d'ozone ne s'est aujourd'hui pas complètement reformé, loin de là. Voilà encore un système comportant une inertie. Donc 25 ans pour régler un problème comme le CFC, 30 ans pour régler un problème comme le CO2, excusez-moi, mais voilà, enfin, pas vous faire un dessin, c'est à peu près mort, et ça m'amène à aborder le dernier sujet, les effondrements. Bon, là, ça va être beaucoup moins rigolo, si tant est que ce que j'ai raconté jusque-là était rigolo. Vous connaissez peut-être le rapport Meadows, ça dit quelque chose à quelqu'un, qui est paru en 1972, qui est plus connu sous le nom du rapport du Club de Rome. Ce modèle a été réalisé par une équipe du MIT aux États-Unis, qui était composée de physiciens, d'agronomes, de biologistes, d'ingénieurs, aucun économiste. Pas d'économiste. Et ce modèle, en fait, repose sur ce qu'on appelle l'analyse systémique. L'analyse systémique, c'est un truc très puissant que j'ai moi-même pratiqué en environnement professionnel. En gros, c'est l'analyse systémique, c'est l'analyse des boucles de rétroaction, donc des boucles d'interaction, pour être simple, entre les différents éléments d'un système. C'est-à-dire que vous prenez un système au sens général du terme, quel qu'il soit, par exemple l'exonération de la taxe d'habitation. Voilà. Vous voulez analyser le système exonération de la taxe d'habitation sous l'angle systémique. Ce que vous faites, c'est que vous allez diviser le système d'ensemble en ces plus petites entités, de manière évidemment pertinente, de manière à conserver l'intégrité du système dans son ensemble, et vous allez essayer d'identifier les boucles de rétroaction, comme on les appelle, positives ou négatives, entre les différents éléments. Et au sein de différents éléments, vous allez mettre des paramètres de valeur pertinents par rapport au sujet, que vous allez faire varier, et comme ça vous allez pouvoir observer la manière dont le système va évoluer dans le temps. C'est très puissant l'analyse systémique. Les hommes politiques devraient faire beaucoup plus d'analyse systémique que ce qu'ils font aujourd'hui, ils feraient moins de conneries. Donc ça permet de voir évoluer un système dans le temps. Pour le climat, c'est des modèles d'analyse systémique qui sont utilisés. Et ce rapport, donc, dit du Club de Rome, a fait beaucoup de bruit à l'époque. Il a été tiré à des millions d'exemplaires. Il a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle Limit to the Growth, qui a été traduit Limite à la croissance en français. Et moi, je suis tombé dessus dans les années 90, et c'est d'ailleurs ça qui m'a déclenché l'intérêt pour ces sujets-là. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Mais le rapport en question était complètement ignoré de la communauté des économistes, parce que comme ils ont vu qu'il n'y avait pas une mine d'économie, ils ont dit oh, c'est de la merde, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, les politiques n'ont pas suivi, puisque les politiques s'inspirent des économistes, d'une certaine classe d'économistes en plus. Donc les politiques sont passés complètement à côté des résultats de ce modèle. Et pourtant, ce modèle présente 10 scénarios, dont un qui prévoit une série d'effondrements dans la décennie 2020, et l'autre en 2050-2060. On est en 1972. Vous retrouvez la borne de 2050. Donc, quelque part, la COP21, c'est quand même souvenu du rapport Meadows pour fixer cette borne-là, entre autres. Et il y a un physicien qui s'appelle Graham Turner, qui a backtesté le modèle en 2008. C'est-à-dire qu'il a vérifié si les trajectoires Meadows s'étaient avérées depuis 1972. Et il se trouve évidemment que la conclusion, c'est que ce modèle fonctionne parfaitement sur une projection à 40 ans. Ce qui est à peu près unique dans l'histoire des modèles. Il n'y a pas un modèle aujourd'hui qui soit aussi performant. Les deux scénarios d'effondrement, et c'est ça qu'il faut bien intégrer, fonctionnent très bien et sont basés, sur la raréfaction, c'est dur à dire, des ressources, donc des ressources au sens large, énergétiques, métaux, alimentaires, hydriques, etc. Donc premièrement, et deuxièmement, sur la saturation des puits naturels de captation de la pollution. Hors CO2. Le modèle exclut le CO2. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de 1972, l'équipe Meadows n'avait aucun élément sur le sujet précis du CO2 et des effets climatiques. Donc vous prenez ce résultat Meadows là, vous rajoutez
CO2 plus effet climatique, vous avez une bombe. Alors, maintenant on va parler un peu des mécanismes d'effondrement des sociétés. C'est ma dernière partie. Il y a deux classes principales d'effondrement. Il y a ce qu'on appelle les effondrements structurels et les effondrements de type biophysique. Et ici, on va plutôt s'attarder sur les effondrements structurels, puisqu'on a déjà un peu évoqué des aspects des effondrements biophysiques, au travers de la finitude des ressources, etc. Et on notera simplement que les effondrements biophysiques précèdent ou sont au moins concomitants aux effondrements structurels. Les effondrements structurels se caractérisent par une chose bien précise. En fait, c'est une simplification rapide, radicale, brutale, non voulue, des structures sociétales au sein des organisations par rapport à leur niveau de complexité initiale. C'est comme ça, c'est comme ça que se définit un effondrement structurel. Concernant les effondrements structurels, il faut lire un livre qui est de Joseph Steinter, qui s'appelle L'effondrement des sociétés complexes, et qui nous dit qu'une société, c'est entre autres une structure de résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'on observe dans toutes les sociétés dites modernes une tendance irrémédiable à l'augmentation de la complexité, tout simplement parce que pour résoudre les problèmes, on empile de nouvelles institutions, de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles technos, sans pour autant qu'elles se substituent aux précédentes. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui se passe pour les énergies. Dans l'histoire, il n'y a aucune énergie qui se soit substituée à une autre. On a toujours, quand on regarde les couches énergétiques, on a toujours la biomasse, le chauffage par le bois, qui existe depuis des millénaires, biomasse qui est là, le charbon, le pétrole, le gaz, hydraulique, nucléaire, énergie renouvelable. Donc il n'y a aucune énergie qui se soit substituée à une autre. Donc on empile. C'est ça qui crée la complexité. Et il y a évidemment un lien très fort entre énergie et complexité. Et les problèmes, évidemment, surviennent lorsque l'optimum de complexité ne répond plus à un ratio coût-bénéfice satisfaisant. Autrement dit, quand votre système complexe vous coûte plus cher que ce qui vous règle comme problème. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal des systèmes comme ça aujourd'hui. Alors il y a un autre auteur qui a travaillé sur les stades de l'effondrement, des effondrements structurels, qui s'appelle Dmitry Orlov, et qui a recensé 5 stades, qui sont l'effondrement financier, l'effondrement commercial, l'effondrement politique, l'effondrement social et l'effondrement culturel. Alors ici, il faut comprendre que plus de batterie. Il faut comprendre que les différents stades ne sont pas hiérarchisés entre eux. Ces 5 stades sont caractérisés par un effondrement de la croyance, en réalité. On ne croit plus en ceci ou en cela. L'effondrement financier, par exemple, correspond typiquement à un effondrement de la croyance boursière. Les cracks financiers, c'est ça. Le crack la crise des subprimes, ça a été exactement ça. Donc ce sont des sentiments d'ordre psychologique. Et si on a le temps tout à l'heure, je peux vous parler du mythe des taches solaires, qui sont très révélatrices de ce que je suis en train de dire. L'effondrement commercial, ça correspond également à la perte de confiance dans les marchés ou dans les partenaires commerciaux. L'effondrement politique, je ne vais pas vous faire un dessin, il suffit de regarder les chiffres de l'abstention depuis des années. On ne croit plus manifestement dans les hommes politiques. Alors, l'effondrement politique, ce phénomène se traduit par la survenance de régimes de plus en plus durs, de plus en plus autoritaires. Il suffit de voir un peu ce qui se passe en Europe quand même. Donc ce sont bien évidemment des effondrements qui sont déjà en cours. Les deux derniers, donc social et culturel, sont certainement les plus inquiétants parce qu'ils font appel à ce qu'on a de profondément ancré en soi dans les individus. Le social, le culturel, on est des animaux sociaux quand même. Et en fait, on n'a plus. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne croit plus dans les institutions sociales, en réalité. On les laisse se faire détruire, personne ne réagit, ou presque personne. On ne croit plus en la solidarité. Alors le on, c'est global, hein, je ne suis pas en train de vous parler à vous, en l'occurrence. Mais on ne croit plus en la solidarité, il suffit de voir comment on traite les clochards, les pauvres, les migrants, etc. On ne croit plus, on n'a plus d'empathie en fait. On n'a plus d'empathie pour les autres, quasiment plus. Bref, on ne veut plus faire société. Il y a des pans importants de la société qui ont décidé de ne plus faire de société, de se désolidariser tout simplement. Les 1% les plus riches, c'est ça, hein, typiquement. Donc en France et dans les pays dits développés,
chacun pourra constater que ces effondrements ont déjà commencé il y a des années. De manière insidieuse, mais de manière assez évidente. Et il faut noter que les régimes politiques autoritaires à base de néolibéralisme, qui sont fondés sur la compétition forcée entre individus, cultivent des effondrements de type social et culturel, bien entendu. Une autre caractéristique de ces effondrements, c'est qu'ils sont non linéaires, comme le climat. On peut passer un cas brutal qui fait s'effondrer une partie des normes sociales, ça d'un niveau, sans pour autant que ça s'effondre totalement. Enfin, de manière insidieuse, on a abaissé les normes sociales. Alors la question qui vient maintenant, c'est notre capacité à agir, en sachant qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Le premier des obstacles, et donc le plus important, c'est celui d'ordre cognitif. En fait, nos sens, a priori, ne sont pas équipés pour détecter ce qu'on appelle les signes noirs. On ne détecte pas, on ne ressent pas l'effondrement de la biodiversité. On peut savoir, on ne le ressent pas au sens où on ressent une variation de température, alors que nos aïeuls ressentaient les évolutions de la biodiversité. Ils avaient ce sens-là, on ne l'a plus nous aujourd'hui. Donc ce n'est pas une question de sixième sens, c'est une question de rééduquer nos sens. Donc on ne ressent pas au sens de la sensation physique les effondrements de la biodiversité. On sait qu'il y a des abeilles qui sont décimées, des populations d'oiseaux qui disparaissent. Pour les plus anciens, dont moi, il y a 20-30 ans, on faisait des kilomètres en voiture la nuit, on arrivait avec le pare-brise consté d'insectes. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça, c'est vraiment absolument étonnant. Hein. Donc bon, on n'a pas cette sensation physique. On n'a pas la sensation physique de l'effondrement de la cohésion sociale. On ne le ressent pas. On peut éventuellement sentir que ça va de plus en plus mal, de moins en moins bien, etc. Mais si on ressentait le niveau d'effondrement qu'on vit depuis des dizaines d'années, on se bougerait le cul. On se bougerait le cul. C'est parce qu'on ne le ressent pas. On ne ressent pas les conséquences d'une politique, etc. On a du mal, en fait, à capturer les changements globaux. Alors, encore une fois, ce n'est pas une histoire de sixième sens, c'est une histoire de rééducation, dont je fais évidemment partie. Il y a ce qu'on appelle les obstacles moraux. Ce qui concerne réellement notre sens individuel des responsabilités dans ces histoires-là. Si demain je prends l'avion, est-ce que ça va changer quelque chose? Si j'arrête de bouffer de la viande, est-ce que ça va changer quelque chose, etc. Il est bien évident que la somme des responsabilités individuelles produit le résultat global. Donc, rattraper un peu de sens individuel des responsabilités, ça va en plus nous permettre de nous rééduquer sur la perception des effondrements. Il y a des obstacles politiques, surtout dans les régimes extrêmement corrompus, ou qui sont soumis aux intérêts particuliers, aux lobbies, etc. Je ne fais pas de dessin. Et puis enfin, il y a l'obstacle de la complexité dont on a parlé, de la multiplicité des acteurs, des processus, etc. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la construction d'un Boeing 747. Il faut 6 millions de pièces sur 6500 fournisseurs répartis dans 100 pays et 360 000 transactions financières par mois pour un Boeing. Usine à gaz. 6500 fournisseurs dans 100 pays. Donc vous imaginez le transvahutage uniquement pour un Boeing, des pièces, etc., à travers toute la planète. Un autre exemple, c'est les accords de Bâle, qui sont les accords prudentiels bancaires, de réglementation. En 1988, ils faisaient 30 pages. En 2010, ils font 616 pages. Et le pire, le plus extraordinaire, c'est que ces accords comportent plus que jamais de trous dans la raquette en matière de réglementation financière. Donc on marche sur la tête. C'est des exemples parmi des milliers et des milliers d'autres, bien entendu. Alors rapidement, comment tout ça est en train de se manifester? Par l'émergence de géopolitique autour de la pénurie de ressources, particulièrement alimentaires et en eau. Là-dessus, je pourrais vous donner, si on a le temps, l'exemple du printemps arabe, qui en réalité est lié à des aspects de famine et de tensions géopolitiques, par des tensions entre États, et puis des États qui sont de plus en plus défaillants, de par leur système politique ou système social, par un flux dont on dit qu'il est grandissant de réfugiés. Là, je vais faire une parenthèse immédiate. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer à titre personnel, mais je trouve la façon dont on traite les réfugiés absolument scandaleuse pour un sujet qui est absolument peanuts.
le solde net migratoire en France, depuis des années, c'est 0,12% de la population. 0,12%, c'est peanuts. Demain, ça sera un problème. Quand on voit comment on traite le problème aujourd'hui, on peut s'inquiéter pour demain. En 2016, il y a eu à peu près une personne sur 100 dans le monde qui était un réfugié, enfin qui est un réfugié, soit climatique, soit politique, soit écologique. Et dans une personne sur 100, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'Américains. Vous connaissez, les Américains qui sont obligés de transhumer à travers tout le pays pour aller trouver du boulot, parce que là où ils ont grandi, là où ils sont nés, il n'y a plus de boulot, donc ils sont des dizaines de milliers à faire la transhumance comme ça. C'est des réfugiés, c'est des déracinés, quoi. Comme tout réfugié. Il y a eu dans le passé un certain nombre de civilisations qui se sont effondrées. Je pense que vous les connaissez, vous les avez en tête. Mais là, de toute évidence, pour la première fois dans l'histoire, on va assister à une série d'effondrements à l'échelle globale, avec des risques d'impact irréversibles, notamment au niveau du climat. Alors pour m'approcher de la fin, non pas de la fin tout court, mais de la fin de cette conférence, je vais vous livrer une citation de Noam Chomsky qui m'a beaucoup marqué, qui a dit « Nous n'allons pas tous mourir, mais nous sommes en train de détruire la possibilité d'avoir une vie digne pour tous. » C'est ça qu'on fait, je crois. Le 1% qui détient l'essentiel des richesses a fait un choix. Je l'ai dit tout à l'heure, le chacun pour soi, entre eux. Ces gens-là sont très solidaires entre eux. Le choix de tirer leur épingle du jeu à tout prix et de renforcer leur richesse pour augmenter leurs chances de survie. Et vous connaissez, je suppose, le syndrome du Titanic. Il est bien évident que cette façon d'agir des 1% dégrade par voie de conséquence la situation des 99 autres. Et pour vraiment finir, de mon point de vue personnel, mais qui est partagé par beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets autour de l'effondrement, dont Pablo Servigne, vous connaissez certainement, nous devons accepter la probabilité d'effondrement. Si on ferme les yeux, on se trompe. Et par contre, avoir en tête une obsession qui est très simple, qui se résume de la manière suivante, c'est minimiser la souffrance pour tous et partout. C'est que comme ça qu'on arrivera à atténuer la violence des effondrements qui vont se produire un peu dans tous les domaines. Et là-dessus, il y a une réponse, et c'est ma dernière phrase de fin, qui est, pour finir sur une note positive, il y a une réponse qui s'appelle les projets de transition, un truc absolument passionnant, que vraiment je vous engage à regarder de près, et qui consiste à engager maintenant et partout, donc des projets locaux de transition, dans tous les domaines, et devenir résilients. J'allais dire redevenir résilients. Nos grands-parents, arrière-grands-parents étaient résilients, pour certains qui avaient la chance d'avoir un jardin potager, etc. Ils étaient résilients au moins sur le plan alimentaire. Nous, le défi, c'est qu'on soit résilients sur tous les domaines. Je vous remercie. Merci à vous. Ça va? Personne ne pleure, personne n'est parti. Comment? Je disais personne ne pleure et personne n'est parti. Il y a de quoi. Bah voilà, si vous avez, je sais pas, des commentaires ou... C'est la décroissance, quoi. Bah oui. La solution, C'est la sobriété plutôt. c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, mais c'est moins violent. La régression évolutive. Ouais, c'est raide aussi, mais je parle de sobriété parce que il y a un scénario qui m'intéresse, enfin qui je trouve intéressant en termes de transition énergétique, c'est le scénario de Négawatt, qui est basé là-dessus, sur la sobriété, la sortie du nucléaire, évidemment, la sobriété et les économies d'énergie dans le domaine du bâti, des bâtiments, etc. Mais oui, en effet, la sobriété... De toute façon, si on ne le fait pas, on va y être contraint. Parce que voilà. Donc autant s'y préparer, on a 30 ans de retard. Donc c'est juste ça le problème. Une question, quel est l'intérêt pour les gouvernements de mettre le trafic de drogue dans le produit intérieur brut? C'est juste pour les chiffres? Oui. Ah ouais, Ben, les Pays-Bas, ils ont intégré non seulement le trafic de drogue, mais l'économie de la prostitution. mais c'est juste pour se satisfaire, Ah, c'est pour faire du pire. tout ça, juste pour se satisfaire d'avoir des chiffres en hausse. Voilà. Non mais, enfin voilà. Ça sert à rien.
Ah, c'est complètement artificiel. Hein? Tout est fait pour avoir du PIB positif. Voilà, c'est ça. Du coup, il faut que ce soit positif. Exactement. Mais vous savez comme moi que le truc, le fer de lance des gouvernements, c'est des élus, c'est la croissance du PIB. S'il n'y a pas de croissance du PIB, on ne peut pas baisser le chômage. Enfin, vous connaissez le truc, quoi. Donc, ils sont là en train de faire la danse de la pluie pour opérer une croissance du PIB qui, comme je pense l'avoir expliqué, ne se réalisera pas, puisque depuis des années, en tout cas au niveau de l'Europe, la croissance du PIB, c'est que dalle. Donc c'est le fait. En Californie aussi qu'il passe à la légalisation de la vente de stupéfiants. Ce qui se passe en fait au niveau de la vente de drogue. Ouais. En Californie, c'est devenu une industrie tellement florissante Ouais. qu'elle a ses concurrents, même à l'intérieur du gouvernement. Ouais. Enfin, je veux dire, entre États, ils réfléchissent à prendre la Californie comme modèle justement pour légaliser la vente de drogue, tellement ça devient logique. Bah oui. Ouais. Et enfin, la finalité, c'est de faire du business. Enfin, c'est de marquer positivement l'économie, quoi. Mais tu citais tout à l'heure Thomas Guénolé, c'est lui qui avait l'expression sécession des élites, ou la manière dont il exprimait en fait que les effondrements qui arrivent en fait sont déjà actés au niveau financier, Bilderberg, etc. Donc ils savent ce qui va arriver. Ça me fait penser aussi à, c'était un article d'un journaliste de Mediapart là sur toutes les pontes de la Silicon Valley qui avaient des plans d'évasion avec des bunkers à des milliards de dollars, etc. Et qui en même temps représentent en fait la prochaine révolution à la plus énergétique et numérique. Ouais. Mais du coup, ceux qui sont censés nous mettre plein d'étoiles dans les yeux et nous dire voilà, l'avenir est là, ben, c'est les mêmes en fait qui, en parallèle, comme des bipolaires, en fait, savent très bien qu'il y a un effondrement derrière. Alors bon, c'est toujours délicat d'aborder ces questions parce qu'on a vite fait de passer pour un infernal complotiste. Mais de manière assez évidente, c'est que moi, ma perception, c'est que les riches sont de plus en plus prégnants, prédateurs sur le capital. Genre, il y a une espèce d'empressement, de besoin d'accumuler des richesses dans des perspectives, évidemment, de se donner les plus grandes chances de survie, alors que ce soit au travers de bunkers secrets, ou que sais-je, etc., j'en sais rien. Mais il y a certainement une réalité là-dedans, quoi. Oui, enfin, c'est comme ce que fait le Canada avec le bitume. Le bitumineux. Le Canada, donc, avec le bitumineux. Ouais. C'est un discours, et derrière, en fait, la réalité, ils savent très bien, en fait, ce que représentent toutes ces projections, en fait, pour l'effondrement, la raréfaction des ressources je sais pas, en cuivre, en lithium, etc. Il y a plein de choses, en fait, qui rentrent même dans la construction des panneaux solaires, de tout ce qui fait la... C'est ça le problème aussi, oui. Voilà, quand on parle de transition énergétique à Greenpeace, par exemple, on a toujours ces chiffres en tête. Comment expliquer que on ne doit pas mettre des écrans LCD maintenant dans toutes les boulangeries, voilà. On doit faire renoncer aux gens à toujours acheter chaque année leur petit joujou. Parce que c'est même en fait, quand on imagine qu'on deviendrait des espèces de monarques qui décideraient à la place des gens ce qu'ils doivent acheter ou pas, ça va déjà être serré en fait pour remplacer toutes les voitures par des voitures électriques, pour faire la transition énergétique si on ne parle que de solaire et d'éolien, etc. Donc je ne sais pas si dans ce que tu as cherché, tu prends en compte ces aspects-là. Je l'ai dit au début, première partie, en disant que je n'allais pas aborder la transition énergétique en tant que telle, parce que c'est l'objet d'un exposé à part entière, tellement il y a de choses à dire. Mais en effet, c'est des sujets extrêmement intéressants. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire de transition des énergies qu'on a actuellement directement vers des énergies renouvelables. On est obligé de passer par une transition de phase basée sur une énergie fossile. En l'occurrence, l'Allemagne a fait le choix du charbon, ce qui est un peu... D'ailleurs, ils sont